Mais bon, pour l'instant, j'ai posté 5 applis, les 5 ont été approuvés. Donc, c'était 5 applis Flex, donc j'ai pas l'espoir. Voilà, alors ça c'est une démo que je voulais faire, mais je ne vais pas la faire parce qu'il faut être connecté. C'est une démo en fait, alors je vous en parlais peut-être. J'ai fait pour un client américain qui... c'est un cas d'usage, en fait vous êtes à l'hôpital et vous voulez échanger avec un expert en cardiologie par exemple qui est à l'extérieur. On a fait une appli Flex où on peut faire un vidéo chat, donc on se sert de la caméra en peer-to-peer. Donc ça c'est assez simple à réaliser. Et aussi on synchronise la navigation. Donc quand vous allez dans un document, une radio, et vous rajoutez des annotations graphiques avec votre doigt, ça synchronise sur tous ceux qui sont en train de travailler avec vous à distance. Flex, sinon, comme PhoneGap d'ailleurs, va devenir un projet Apache. Parce que pour l'instant, le seul maître de la roadmap de Flex, c'était Adobe. Donc à chaque fois qu'on voulait rajouter une nouveauté, c'était décidé en fonction de notre stratégie produit. On voulait faire des effets un peu waouh en les dévoilant en conférence, etc. Alors ça, c'est une stratégie qui marche parce que ça permet de créer l'engouement et générer de l'adoption. Donc c'est pour ça que la communauté elle a doublé par exemple l'an dernier. Un coup d'effet d'annonce. Et sur le long terme, en fait, on a pris des retours plutôt négatifs de la part de clients et de la communauté qui souhaitaient contribuer. Parce qu'on a ouvert les sources en fait depuis Flex 3, mais ils ne pouvaient que voir les sources. Et ils voyaient certains composants, ils disaient moi je peux faire mieux, ça je peux le corriger, etc. Mais en gros, c'est Adobe qui décidait des priorités. Donc maintenant, en fait, parce qu'on a beaucoup d'expérience avec Apache, on va le faire avec eux. Et donc il y aura Adobe, la communauté et les clients qui vont pouvoir contribuer, fixer les bugs, etc. Donc ça c'est pour 2012. Je ferai plus d'annonces en janvier sur le sujet. Et donc on a fait l'acquisition de PhoneGap, parce qu'on a aussi une stratégie en parallèle qui est plus pour les développeurs qui veulent faire du HTML et du JavaScript. Et donc ils vont pouvoir profiter aussi de PhoneGap, qui est un peu l'équivalent. C'est-à-dire qu'avec Flex, vous prenez votre code et vous l'exécutez en application native live, on va dire. Et avec PhoneGap, c'est pareil. Vous prenez votre code HTML et JavaScript, vous le verrez, et vous l'exécutez avec le comportement d'une application native. Multiplateforme. Donc si vous voulez débuter, mon conseil c'est vous téléchargez juste la version d'évaluation, 60 jours. Parce que l'avantage c'est que vous avez la vue design, et aussi quand vous avez lancé, vous allez avoir des tutoriels vidéo directement. Donc il y a juste à démarrer. En 1 heure, vous devriez avoir une appli déjà beaucoup plus évoluée que ce que je viens de faire. Et au niveau des tutoriels, donc il y a un portail français qui s'appelle flextutorial.fr, où il y a déjà peut-être 200 tutoriels sur le développement d'appli Flex mobile. Et flex.org, c'est le portail, le point d'entrée pour démarrer, où on réunit tous les articles techniques rédigés par la communauté. Et sinon, pour me contacter, donc mon blog c'est riagora.com, et pour me contacter, c'est soit par Twitter, c'est mchaise, ou mon email c'est pareil, c'est mchaise@adobe.com. Si vous avez des questions, donc je travaille à la fois avec les développeurs, mais aussi avec des clients. Donc si vous avez des clients qui souhaitent définir une stratégie mobile, vous avez besoin d'aide, etc. Est-ce qu'il y a des questions? Peut être sur n'importe quoi, ouais. C'est quoi le poids minimum d'une appli Hello World? Le poids minimum d'un Hello World, alors ça va dépendre de la plateforme et de votre stratégie. Sur iOS par exemple, il faut à chaque fois embarquer le runtime. Donc vous n'avez pas le choix. Donc le poids minimum c'est 5 mégas. Sur Android, vous pouvez avoir 2 stratégies. Soit le runtime est séparé, donc c'est Adobe Air, une application qu'on charge une fois, du coup le Hello World il est plutôt aux alentours de 100K je crois, 100 kilooctets. Ou soit vous décidez, quoi qu'il arrive, d'embarquer le runtime, donc du coup vous passez à 5 mégas, et vous contrôlez la version du runtime. Et vous contrôlez l'expérience chez le client. Et sur BlackBerry, le runtime est par défaut, donc il n'y a même pas à l'embarquer, il n'y a rien à faire. Runtime par défaut, c'est-à-dire qu'il est déjà installé dans le BlackBerry? C'est le BlackBerry Playbook avec leur nouvel operating system QNX est basé sur notre runtime. Sur Playbook par exemple, 90% des applis sont du Flex. Ouais. Vas-y. Quel est le modèle d'Adobe si c'est pour open source? Le modèle d'Adobe, Le modèle économique. en fait, c'est que nous on vend plutôt. Bon, il y a l'IDE, mais c'est 200 € par développeur, ça ne représente pas grande source de revenus. Par contre, ce qu'on vend, ce sont des solutions serveurs pour des usages avancés
pour faire du temps réel. Donc plus des backends de connexion avec certaines architectures Java. Ce sont les services qui s'appellent les data services. On vend aussi de quoi faire du vidéo chat. C'est une solution qui est hébergée dans le cloud pour faire aussi de synchronisation de temps réel. Voilà. Donc plus des services additionnels côté serveur. J'avais juste une question par rapport. Vous n'avez pas abordé le point de performance, je pense que c'est un truc assez important. Donc au niveau des performances en fait, donc Flex on joue sur un runtime. On vient de mettre à jour, c'était il y a une semaine, on vient de lancer Flex 4.6 que je vous invite à inviter si vous n'avez pas encore testé cette version-là. Si vous êtes fait une idée avec Flex 4.5, parfois les performances étaient moyennes, surtout dans des transitions, etc. Donc c'est tout ça qui a été optimisé dans Flex 4.6. Donc principalement les transitions, le scrolling de liste, etc. Comme sur Android, comme sur n'importe quelle plateforme, il y a des best practices, il y a des choses à savoir, on est sur des petits appareils, donc il y a des bonnes pratiques qui sont expliquées sur notre site. Le fait de ne pas envoyer 100 requêtes HTTP quand vous scrollez une liste, enfin, des choses comme ça, choses de base, mais qu'on trouve dans tous les langages. Quoi. Mais je vous invite à tester les applis que j'avais mentionnées, qui sont des applis qui sont bien optimisées, et vraiment, même sur un iPad de première génération, un iPhone 3GS, vous avez une expérience très très belle. Alors ce sont des appareils qui ne sont pas très costauds. Tu as parlé du SDK qui prenait 5 milliards, mais en mémoire, ça prend combien? Est-ce que ça va éjecter toutes les applis Android qui traînaient derrière parce qu'on a lancé Hello World, ou est-ce que... Non, en mémoire, c'est... j'ai pas le footprint en tête, mais c'est pas un truc qui va écraser tout le reste. En fait, le travail de mémoire, il avait déjà été effectué il y a... on avait démarré avec Google l'ingénierie il y a 3 ans déjà, sur l'optimisation du runtime. Parce qu'au début, en fait, ils le souhaitaient dans le navigateur, donc ils l'ont. Mais c'est pas vraiment là où se passent les interfaces riches. Donc maintenant, ils profitent d'avoir cette technologie aussi pour lancer des applis en dehors du navigateur. Alors, la question c'est streaming une vidéo dans une API, c'est ça? En fait, il y a... donc, en effet, il y a des solutions serveurs comme FMS qui vont permettre ce streaming-là, parce qu'on arrive dans le monde Flash quand même au final, hein, même s'il est émulé. Donc, ce qu'on vient de sortir en fait, c'est la possibilité maintenant, c'est une nouvelle API qui s'appelle Stage Video, c'est-à-dire de... comment on appelle ça? D'accélération matérielle pour décoder et lire une vidéo HD dans votre application web. Mais pour ça, il faut l'encoder en H264 avec le bon profil. Malheureusement, la vidéo, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire que même dire encoder en H264, ça ne veut rien dire. Si vous pouvez encoder en H264 et sur un certain matériel, il ne va pas profiter du GPU, alors que sur l'autre, il va en profiter parce que ce n'est pas la même baseline. Donc c'est... il y a des solutions, mais j'ai pas encore vu un projet mobile, quelle que soit la techno, qui encode d'une fois. Est-ce que Debbie prenait de best practices pour les performances pour mobile, surtout parce que ouais. c'est le premier souci? Ouais, le premier souci en fait, surtout en fait les développeurs Flex sur desktop, ils n'étaient pas très habitués à optimiser quoi. Parce que Flex, même si on mettait du code assez crade, les systèmes renderer construits un peu moyennement, ça tourne quoi, parce qu'on est sur des PC. Sur mobile en fait, on a beaucoup d'articles. Il y en a un qui a été publié la semaine dernière qui est excellent, qui est, je sais pas, peut-être 30 astuces d'optimisation sur les items renderer, le scrolling, les transitions entre les vues. Alors tout ça en fait, il suffit de taper developer.adobe.com et on a le portail avec des tutoriaux. Voilà. Vous êtes dans la rubrique Flex mobile, il y a une centaine d'articles. Oui, alors il y a des applications grand public. Celles que j'ai citées, elles sont disponibles. Hein. Elles sont grand public en fait, celles-ci. En France, il y en a d'autres, hein, j'en oublie. Mais... il y a les cuirs Guignard, par exemple, une marque de cuir qui fait son e-shopping en Flex. Qu'est-ce que j'ai vu
Après, j'en ai vu, mais c'est des petits trucs, souvent liés à des événements, etc. C'est pas super excitant. Mais pour l'instant, je dirais les projets les plus avancés, c'est quand même pour un usage des employés en interne. Connecter un back-end Java, où on réplique l'expérience sur le desktop, on retrouve le truc. C'est quand même là où ça fait sens. Vous voyez des outils pour fonctionner à la fois en offline et en online? Alors, offline, online, en fait, dans l'API Flex, déjà, tu as un événement qui est déclenché, en cas de perte de connexion. Donc, tu peux créer ton propre framework, et il y a SQLite qui est embarqué quoi qu'il arrive. Donc, tu peux faire ta synchro. Parmi les services qu'on vend, alors, soit tu le construis toi-même, soit parmi les services, on demandait comment monétiser. Pour les entreprises qui ont, je sais pas, des bases relationnelles avec de l'Hypernet, etc., gérer de la persistance, on vend les librairies Java qui permettent d'automatiser côté client aussi le fait d'être déconnecté, de se reconnecter, de synchroniser, vérifier la cohérence des données, etc. Vous utilisez QGB? Hein? Vous utilisez QGB? Non, donc ce sera ça. Ça s'appelle comment le service? Data Service. Adobe Data Service. Excusez-moi, bonsoir. Est-ce qu'il existe une version gratuite d'une application sur iOS? Parce que PolitiFact, il se trouve qu'il y avait... Ah, PolitiFact, c'est rendu payant, ouais, pardon. Qu'est-ce qu'il y a en gratuit? Radio Extract est gratuit. Vous pouvez récupérer Radio Extract, celle-là est gratuite. Faudrait que je fasse une liste, ouais. Je prévois de lancer un site en fait en janvier où je vais lister toutes les applis Flex Mobile parce que je les ai à gauche à droite mais j'ai pas. Je vais faire un blog en fait qui va les lister. C'est une techno assez récente hein, parce que on a lancé la première version du framework mobile en juin, on l'a mis à jour la semaine dernière, donc c'est bon. Ça reste en cours de dev, on va dire, au niveau des développeurs. Ouais. Oui, bonjour. Donc, je voulais juste savoir si c'était possible d'intégrer facilement les animations qu'on faisait en Flash dans FlexBuilder. Alors, si vous travaillez avec des animateurs Flash, ou si vous êtes animateur Flash, vous faites une animation en Flash, avec Flash Pro par exemple, et vous faites contrôle, exporter un composant Flex. Voilà. Ça vous fait une librairie, vous la placez. Vous pouvez même exposer à l'intérieur du code, avec des méthodes publiques, et contrôler l'animation que vous avez codée en Flash. Je vais prendre une dernière question parce que j'ai pas envie de squeezer. Ah, mais je suis myope. Bonjour. Ah, pour l'API? Ah, ok. L'API, en fait, elle est. C'est-à-dire, ce qu'on voit. Tout ce qui est multi-touch, caméra, etc., c'est consistant sur les plateformes. Il n'y a aucune différence. Les seuls bugs que je ne maîtrise pas, c'est dans les native extensions qui sont développés par la communauté, évidemment. Voilà, là, je ne peux pas maîtriser. Mais si vous utilisez le corps du Flex SDK, il n'y a aucun souci. Ça, c'est des API qui sont déjà... parce que c'est des API qu'on avait déjà mis dans le Flash Player sur mobile, qui ont plus d'1 an et demi, celle-ci. Et donc, Ouais. Vous n'avez pas, est-ce que vous voyez les tickets qui sont créés, est-ce qu'il y a des tickets qui sont créés, est-ce qu'il y a des bugs, est-ce qu'il y a... vous dites que dans le pays, il n'y a rien qui vous fait que sur un des trois autres. En fait, j'ai pas rencontré pour l'instant une fonction qui marchait que sur iOS et pas sur Android, par exemple, ou une différence de comportement. Ça, je ne l'ai pas vu parce que justement, on est en mode interprété. Justement, parce qu'il y a le runtime. C'est ça la différence par rapport à transcompiler pour aller vers autre chose, quoi. Là, vous aurez la même expérience. Donc après, il y a des librairies qui sont marrantes, comme il y a un projet open source qui s'appelle Eskimo, qui est fait par des Français d'ailleurs, qui automatiquement détecte au runtime est-ce que vous êtes sur iOS et Android, et change tout le look de votre application. Si vous avez une liste, par exemple, vous avez le look iOS sur iOS et le look Android sur Android. Sélection de date, etc. Mais vous, au niveau du code, vous dites je veux un date chooser. Voilà. Mais vu que c'est interprété, allez, je vais prendre les deux questions, puis après on va laisser la place au speaker. Ouais. Avec la version d'évaluation, est-ce qu'on a le droit de publier son application? Oui, tu peux la publier, la vendre. Et on a le droit de la publier aussi pour l'iPhone? Oui.
Mais à ce moment, il faut un compte développeur. Alors, oui. Alors, de toute façon, sur iPhone, on génère un IPA. Donc, c'est toujours la même histoire. Hein, où, il faut un compte développeur Apple. Sur Android, il faut le compte développeur Android. Si vous voulez mettre sur la marketplace, voilà. Là-dessus, ça ne change rien. Et dans l'interface de Flash Builder, vous référencez où sont vos certificats. Il n'y a pas de ligne de commande, il n'y a rien à faire. Il dit voilà mon certificat, le mot de passe, voilà mon provisioning file, et hop, ça vous génère le fichier. Ouais, je vais prendre une dernière question. Est-ce qu'il est prévu d'ajouter le support de Windows Phone comme troisième plateforme? Oui. Alors pour Windows Phone, c'est prévu. Ce ne sera pas Windows 7, Windows Mobile 7, ce sera Windows Mobile 8. Alors pourquoi? C'est juste on en parle avec Microsoft, hein, il n'y a pas de... C'est pas pour les embêter ou quoi. C'est juste par rapport aux parts de marché qu'ils ont, l'investissement R&D que ça représente. Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont difficilement à 2%, mais on pense quand même que Windows Mobile 8 va avoir du succès. Donc on travaille avec eux déjà pour adapter leur runtime sur Windows Mobile. Donc rien sur Windows Phone 7. Sur 7, non, il n'y aura rien. Il n'y aura rien avec Flex. On va faire du PhoneGap. Voilà. Ils vous montreront comment. Merci. Alors, de toute façon, je serai à... Il y a un pot à la fin, ça sert à rien. Donc si vous avez des questions, vous pourrez continuer de les poser durant le cours. Merci de votre attention. Merci pour cette présentation. Ça a bien démystifié l'idée qu'on a eu avec Flex. On va changer de part. Je vais appeler Zach Elaco, qui va nous parler de la deuxième conférence au sujet de Titanium.